Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Au son du bananier de Louis Moreau-Goldschagg, interprété par le regretté et délicieux Noël Lee, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série de Bada, si c'est pour la culture, on l'a déjà noté, qui nous donne l'occasion de rencontrer Emmanuel Noblet, comédien. Emmanuel Noblet, bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous avez été Molièrisé, Molière du spectacle Seul en scène pour réparer les vivants, d'après Maëlys de Kerangal. Et je vous propose que cet entretien connaisse plusieurs épisodes. Le premier, celui que nous entamons maintenant, sera consacré, c'est un épisode, je ne dirais pas noir, mais c'est un épisode en noir et en gris, qui sera consacré à l'entrée dans la vie de comédien que vous illustrez à votre manière et dans laquelle je crois beaucoup de comédiens pourraient se reconnaître, encore que tous n'ont pas eu la bonne fortune que la sortie de cette période sombre soit aussi réussie et aussi agréable que la vôtre. Et puis nous nous intéresserons ensuite, dans un autre épisode, nous nous intéresserons à l'aventure, à la saga de Réparer les vivants, qui a été joué par vous plus de 300 fois, un peu davantage si on compte le comédien qui a pris votre place pour une tournée en Amérique latine et en Espagne, si je me souviens bien. Exactement. Qui vous a en plus conduit presque partout dans le monde. Donc, premier épisode, la vie difficile d'Emmanuel Noblet, ex-juriste tentant de devenir comédien. J'étais sur le point d'entreprendre une thèse sur la durée du mandat présidentiel, sur le sexennat. Voilà. Et puis d'année en année, au fur et à mesure, depuis la deuxième année, je commençais à faire de plus en plus de théâtre. Je m'étais inscrit un peu par hasard dans un cours. Je faisais aussi du café-théâtre à la faculté de Rouen, et des matchs d'improvisation théâtrale. Et d'année en année, j'en faisais de plus en plus, au point que lors de mon DEA, je n'ai pas eu de notes à la fin d'année, et j'ai demandé à voir le responsable qui m'a dit « Mais on vous a pas vu de l'année, c'est un travail de recherche, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et j'ai répondu « J'étais au conservatoire de Rouen », et ils m'ont dit « Choisissez ». Et j'ai fait le choix de continuer le théâtre. Une seconde, vous avez dit que vous aviez fait un mémoire sur le sexennat, mais qu'est-ce que c'est que le sexennat? Parce qu'il y a le quinquennat, il y a le septennat, mais le sexennat, c'est Félix Faure et ça... Non? La réforme était passée peu de temps avant en faveur du quinquennat, et moi je commençais à travailler sur l'idée idée qui a été reprise depuis. D'ailleurs, je crois que François Hollande l'avait même évoqué lors de sa campagne. C'est à la durée d'un mandat présidentiel de 6 ans. Alors, il y a un côté entre un peu en même temps dans cette décision entre le quinquennat et le septennat, mais que c'est pas idiot parce que ça évitait des cohabitations trop longues, et en même temps c'était une manière aussi de ne pas se synchroniser avec la durée du mandat parlementaire, et ça présentait plein d'intérêts qui m'ont semblé intéressants, mais pas au point d'être plus intéressants que les textes de Victor Hugo. Le droit public ne sait pas ce qu'il a perdu. Vous pouvez nous dire un mot de l'improvisation? Je n'en ai pas peut-être nos auditeurs sont plus férus que moi, mais j'en ai pas une vision très exacte. J'ai vu des compétitions à la télévision ou des spectacles à la télévision, avec notamment le jeune métayer, le fils d'Alex, dont j'oublie le nom, mais qui est fameux, je crois, dans tout le monde de l'improvisation. Mais vous en avez fait un certain temps pour... Qu'est-ce que vous y trouviez un vertige avant tout, parce que c'est vrai que c'est très angoissant d'avoir seulement 20 secondes de réflexion avant de se lancer comme ça, comme on le ferait au théâtre ou parfois en répétition. Mais là, il y a une forme qui est très ludique, qui est empruntée au match d'improvisation, au match de hockey sur glace, puisque je crois que ça naît au Québec, à la mi-temps des matchs de hockey. Et il y a un homme habillé en arbitre et qui sort un thème. Il peut y avoir des catégories. On peut vous imposer une catégorie rimée, chantée, ou à la manière de tel ou tel film, tel ou tel réalisateur. Et vous avez 20 secondes de réflexion avec vos coéquipiers, et vous vous lancez dans cette patinoire, puisque ça reprend la forme de la patinoire des matchs de hockey. Et vous devez improviser avec les adversaires qui viennent, enfin partenaires de jeu. Et à la fin de cette improvisation, qui peut être plus ou moins longue, ça peut être 30 secondes, 1 minute, jusqu'à 4 minutes, 5 minutes, avec les renforts d'autres acteurs, vous devez développer un thème comme ça. C'est un très très bon exercice d'écoute.
puisque l'arbitre va vous siffler une faute si jamais vous refusez une proposition qui vous est faite. Et ça, c'est, je crois, une leçon que j'ai essayé de garder en tête. Vous avez un souvenir particulier d'un épisode de ces concours d'improvisation ? Oui, tout à fait. Une décision que je n'ai jamais digérée dans la mesure où, c'est le public à la fin qui lève les mains et qui vote et qui conteste les décisions de l'arbitre en lui jetant sinon différentes choses qu'il a sous la main. Et c'était une improvisation rimée, c'était un joueur par équipe et j'étais face à Pascal Rénéric, qui est devenu un formidable acteur et qui lui représentait l'équipe de Meudon, moi j'étais l'équipe de Rouen et on faisait une improvisation rimée. Je ne saurais pas vous dire le thème, il fallait rimer de façon plus ou moins habile, mais quand même consternante et souvent maladroite, mais il fallait faire rire le public aussi, c'est souvent par là qu'on l'attrapait. Pas par la plus grande finesse malheureusement, mais on n'en était pas toujours capable. Hein. Et je me souviens avoir perdu au vote du public, qui est un vote complètement aléatoire dans la mesure où l'arbitre regarde vite fait et dit bon, alors le point va à l'équipe de Meudon. Et depuis, Pascal a fait le Conservatoire de Paris, il a joué dans la Cour d'honneur d'Avignon, et il a une carrière un peu cinématographique aussi, et je lui ai jamais pardonné. Je pense que tout a été déterminant ce jour-là. Oui, d'autant plus que vous, vraiment, on ne peut pas dire que vous ayez eu une carrière, donc voilà. Vous avez été sauvé. Vous n'avez pas fait le Conservatoire de Paris, vous avez fait le Conservatoire de, j'ose pas le dire, même de Limoges. Mais qui n'est même pas un conservatoire, qui est une école. Mais c'est là où ça rejoindra peut-être ce qu'on va se dire après, c'est que c'est vraiment chacun sa route. Moi, j'ai commencé donc le théâtre assez tard et je n'avais plus qu'un an avant de passer les concours. Vous savez qu'il faut avoir moins de 25 ans, sinon on est périmé. Et c'est pas seulement en termes de formation, mais je crois en termes d'énergie de groupe, c'est assez vrai que voilà, c'est bien d'avoir des gens jeunes dans les écoles. Et c'est vrai que moi j'ai mis longtemps à me faire une place dans ce métier. J'espère en avoir eu une petite maintenant, voilà, mais j'ai eu des passages à vide et pas du tout une voie royale. Mais donc Limoges, pourquoi Limoges ? Parce que justement, ayant raté le conservatoire de Paris, n'ayant pas bien préparé l'école du Théâtre National de Strasbourg, où j'avais le premier tour, mais au deuxième tour, il me manquait une scène. Je le sais parce que des années après, un des professeurs là-bas me dit « Mais Emmanuel, pourquoi vous n'avez pas passé ce concours ?» J'ai dit « Je l'ai passé, je ne l'ai pas eu, mais enfin, j'étais au jury, je m'en serais souvenu. » Et il avait ressorti un papier en disant que la scène que j'avais présentée était une scène où, en réalité, je donnais la réplique. Et on ne me voyait pas, et j'avais mal préparé la chose. Il m'est arrivé la même chose à la rue Blanche, devenue l'ENSAT à Lyon, où je donne la réplique à un camarade qui, lui, passe le deuxième tour. Et la directrice des études vient me voir en me disant « Mais pourquoi vous n'avez pas passé le premier tour ? On vous aurait pris, c'est évident. Là, on vous regardait donner la réplique. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Je dis « Je l'ai passé. » « Mais non, on s'en souviendrait. » J'ai dit « Mais non, Claudel est interdit au premier tour de cette école. » Et là, c'était une scène de Claudel où apparemment j'avais plus de qualité que dans la scène que j'avais présentée. Donc la seule école que j'ai eue, c'est Limoges. Voilà. Et probablement le rôle idéal pour vous, c'était l'homme invisible. Il y avait de ça. Et je crois même avoir eu ce concours grâce à est-ce que c'était un signe du destin, mais je passais la scène d'Arturo Ui, de Brecht, un peu à la manière de Richard III, Lady Anne, et cette scène où Arturo Ui vient se recueillir devant la tombe de l'homme qu'il a tué, et il adresse ses condoléances à la femme, à la veuve de celui qu'il a donc fait exécuter. Et je m'approchais en lui tendant une rose, qui était une fausse rose avec une tige métallique. Et dans un geste de dépit, de refus, elle l'envoyait promener. Et ce jour-là, le jour du concours, cette partenaire qui fait ce geste envoie la rose qui traverse donc le plateau de Limoges dans les airs et vient se planter entre les deux lattes du parquet du plateau. Et elle se plante comme ça et elle ondule. Il y a eu ce bruit comme ça. Et au lieu évidemment, j'ai pas continué à jouer, je l'ai regardé. Et en fait, il se passait là un moment de théâtre. Dans ce silence et dans cet événement, il se passait vraiment quelque chose. Et je crois que simplement l'écoute et avoir senti qu'il y avait là un moment de théâtre m'a peut-être fait rentrer dans cette école. Alors vous y entrez, vous en sortez, et qu'est-ce qui se passe quand vous en sortez ?
Alors j'en sors. D'abord, j'apprends là-bas à faire aussi On est en quelle année à un peu peu de près, technique. pardon? J'entre en 99 et j'en sors en 2001. C'est 2 ans. Et c'est un contrat de qualification. Et on a à la fois des cours et en même temps, on est intégré à des mises en scène, ce qui est sans doute une des meilleures choses pour rentrer dans ce métier. C'est-à-dire qu'on est intégré à des mises en scène qui sont dans ce centre dramatique national et on commence à travailler en fait. On n'est pas, on sort pas de là sans avoir eu aucun contact avec le monde professionnel. Et j'ai des camarades qui commencent à faire de la mise en scène. Je me propose de faire un peu les lumières parce que ça m'intéresse. Les techniciens du théâtre viennent me voir en disant c'est lamentable, ton image est plate, il faudrait faire ceci, cela. Donc j'apprends un peu à faire des lumières, je me forge un peu un œil. Et puis il y a aussi Xavier Duringer qui est metteur en scène, auteur, un des auteurs à l'époque qui vit de son écriture dramatique et réalisateur aussi de plus en plus à l'époque. Et, euh, et je me propose d'être son assistant. Voilà, je suis son assistant et au théâtre pour une création ou deux qu'il fait là-bas et au cinéma d'ailleurs. Je deviens assistant réalisateur sans formation, mais je me débrouille, j'aime ça voilà. Et en fait, je commence à faire mes armes là un peu dans différents domaines qui me serviront par la suite, notamment euh, 15 ans plus tard, quand j'ai plus de travail et que je rassemble euh, mes connaissances, mes proches pour m'aider à faire un projet. Mais vous envisagez à ce moment-là un métier dans la technique? Non, c'est un Mm. supplément de formation. Oui, c'est un supplément et c'est une forme de euh, religion. Le mot serait trop fort, mais de superstition. C'est-à-dire que je me souviens très bien que quand on est en tournée avec le CDN de Limoges et qu'on joue voilà, à Brive ou ailleurs, ou dans plein de petites villes. Je me souviens très bien qu'en tournée, quand je suis pas content de la représentation, de ce que j'ai fait, ce qui arrive un peu tout le temps, je passe d'autant plus de temps à faire le technicien. C'est-à-dire que je démonte le décor avec les techniciens, on range nos costumes, les accessoires, ça c'est la base, mais je me retrouve au cul du camion, comme on dit, à charger le décor et plus, même parfois à le préparer un petit peu. De là vient cette idée que plus on donne au plateau, plus le plateau me le rendra. Voilà, moi j'aime ça, c'est ce que j'aime, c'est ce qui fait aussi que je préfère le théâtre au cinéma, c'est ce rapport concret au travail, au positionnement d'un projecteur, à savoir prendre la lumière, le son. Voilà, j'ai ce rapport-là très artisanal au plateau, qui est très important pour moi. Et comme la Rose vous a aidé à entrer au CDN de Limoges, enfin à l'école de Limoges, vous pensez que le miracle de la Rose se reproduira et que les choses sont avec vous, en fait. Peut-être. On se raconte ce qu'on peut pour tenir dans ce métier qui est fait Superstition. d'incertitude, de superstition, alors même que, par exemple, j'ai aucun rituel avant de rentrer en scène, sauf celui de ne surtout pas en avoir et de ne pas faire comme la veille, par exemple, voilà, d'arriver à la dernière minute sur scène. Mais ça Voilà. veut dire quand même que vous y pensez. Mais Exactement. ne faisons pas de psychologie de comptoir ou de psychanalysette. Euh, Entre 2001 et 2015, moment où vous démarrez Réparer les vivants, dont nous allons parler dans peu de temps, que faites-vous? Alors, je travaille avec différentes compagnies. Je retrouve un camarade du conservatoire de Rouen, Yann Dacosta. Je fais 2, 3 spectacles avec lui. D'autres compagnies de la région, puisque je suis originaire de Normandie. Une autre compagnie plutôt basée à Paris avec laquelle on va faire un spectacle qui va beaucoup tourner, qu'on aura joué presque 400 fois. On avait eu dans l'idée de montrer les coulisses des répétitions. Sans doute avais-je été influencé en cela, je le revoyais là, il y a quelques jours, par le spectacle de Jean-François Sivadier, mythique spectacle sur l'italienne scène et orchestre. Et en fait, c'était une... Jean-François Sivadier, si tu nous écoutes, reprends ce spectacle, pas seulement mais- devant des caméras, mais en scène. et il devait le reprendre l'année Eh oui, je dernière, sais et bien. puis Oui. on n'a pas pu le voir évidemment. Euh, et oui, on avait fait, on était aussi assez fans de Truffaut et notamment de La Nuit américaine. Et l'idée avait été de faire l'équivalent de La Nuit américaine au théâtre. Et de là est né un spectacle qui s'est appelé Le Jour de l'Italienne, en référence à La Nuit américaine, qu'on a beaucoup Dites tourné. un mot de ce que c'est qu'une italienne. Beaucoup de nos auditeurs ne Ah, sont bien pas du sûr, hein, métier. Oui. avec plaisir. Une italienne consiste à vérifier la mémoire qu'on a du texte, c'est-à-dire dire le texte sans intonation, le dire très très vite. C'est juste une vérification de la mémoire et on dit une italienne parce que
je crois qu'on est au XVIIe siècle, les comédiens italiens parlaient très très vite et on se disait, on fait une italienne, c'est-à-dire qu'on dit très très vite le texte. Il existe aussi une allemande qui est une italienne avec les déplacements, c'est-à-dire qu'on se déplace sur scène en disant le texte, tatati tatata, je vais là, là, je me déplace, je vais là, ici, je reviens, nanana. Euh, donc, vous étiez à l'idée Donc, que vous vouliez faire du théâtre. oui, donc je travaille avec différentes compagnies Et vous vouliez en faire Normandie. la nuit américaine version théâtre. Voilà, et donc nous faisons ce making-of, comme on dit en bon français, mais simplement nous montrons, en fait, nous choisissons une pièce de Marivaux, qui était l'épreuve, et on montre ce que c'est que d'arriver le premier jour autour d'une table, se dire bonjour, faire connaissance avec le théâtre et les techniciens, et commencer à répéter le texte en main, l'arrivée des décors, des costumes, les propositions de jeu, des moments en improvisation. Là, on avait gardé dans le spectacle un vrai moment d'improvisation. Et tout ça jusqu'à la générale avec la metteuse en scène, Sophie Le Carpentier, qui nous faisait des notes en direct sur ce qu'on venait faire. Et par la suite, les gens aimaient beaucoup ce spectacle, ça marchait très bien. Nous, on a pris un immense plaisir à jouer, chacun jouant un petit peu son propre rôle. Il y avait Alix Poisson d'ailleurs qui jouait dans ce spectacle, qui a fait une belle carrière depuis. Et au point qu'on a même joué la suite, c'est-à-dire qu'on a mis en scène l'épreuve de Marivaux et on jouait donc le spectacle en 2 parties, les répétitions et ensuite la pièce, qui est une pièce courte. Et ça, on l'a beaucoup tourné. Et c'est là que j'apprends vraiment le métier en faisant des tournées partout en France. Même on a voyagé un peu. On est allé à La Réunion aussi. Et donc voilà, là, je commence à faire connaissance avec ce que c'est que de prendre un train, de faire des raccords, de modifier encore des choses à la dernière minute, de jouer, de rentrer, de repartir le lendemain, etc. Qui Donc, produit ces spectacles-là? alors ça, c'est une compagnie qui n'est pas subventionnée. Et j'ai comme ça, mes contacts professionnels sont 2-3 compagnies qui ne sont pas forcément subventionnées. Certaines le deviennent au fur et à mesure. Mais je suis donc dans un cercle qui n'est pas du tout le premier cercle des théâtres nationaux, ni celui des centres dramatiques nationaux, ni même celui des scènes nationales. Donc on est comme ça en périphérie, mais on arrive à en vivre. Voilà, on travaille correctement, on travaille même beaucoup certaines années. Et je vais de spectacle en spectacle. Il m'arrive assez peu de faire des lumières à ce moment-là. Je suis aussi assistant parfois pour d'autres metteurs en scène. Et je refuse aussi d'être assistant dans des pièces où je pourrais jouer un des personnages. Parce que je sens que ça me rendrait trop malheureux. Et, mais voilà, j'arrive à faire tout à fait mes heures, mais je vois ce que c'est que l'irrégularité de ce métier. Et puis arrive, alors là, on est en quelle année? On est en 2009, 2010, je crois. Il va y avoir Le bourgeois gentilhomme que monte Catherine Niégel, avec François Morel dans le rôle de Monsieur Jourdain. Et moi, je donne la réplique à un ami, Benjamin Guillard, et qui reviendra dans la suite de ce qu'on va se raconter. Et puis j'entends à la suite de cette audition qu'ils n'ont pas trouvé le maître d'armes et Dorante. Et je me permets de glisser à l'assistante que moi, je fais de l'escrime et que j'aimerais bien passer l'audition. Il me propose de revenir la semaine suivante. Et il faut d'ailleurs chanter en plus ce jour-là. Et je me mets à chanter pensant que ça la ferait rire, Catherine Niégel, Les Aristochats, la chanson des gammes et des arpèges, en me disant c'est une comédie, allons-y, je vais chanter ça, do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Voilà, et je me sens tellement seul au moment de chanter Les Aristochats devant Catherine. C'est un moment voilà, dont je me souviens très très bien. Et le soir, elle m'appelle et elle me dit, bon, bah, alors c'est bon, hein, pour le maître d'armes, ça c'est bien. Pour jouer le connard Dorante, ce sera très bien. Par contre, c'est Lully, hein, donc c'est pas Walt Disney, il va falloir progresser en chant. Et là, de ce jour-là, je commence à prendre des cours de chant et je continue depuis avec une professeure merveilleuse dont on vient de fêter les 97 ans, qui mériterait une émission à elle seule, tant elle est passionnante. Raymonde Viré, qui me dit, elle, t'as raté ta carrière, parce qu'un gosier comme le tien, on aurait pu faire quelque chose, pourquoi t'es pas venu avant? Voilà. Il faut rappeler à propos de Catherine Niégel qu'elle est la fille de Pierre Niégel. Oui. Pierre Niégel, qui est un homme dont il n'y a pas eu d'équivalent depuis, parce qu'il faisait à la radio, à une radio très populaire, qui était Radio Luxembourg, il faisait des émissions sur la musique
avec une science et une simplicité qui étaient tout à fait étonnantes. Et il a été à la fois producteur de radio, il a été, comment dit-on, il a été éditeur de disques. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé de successeur, ou plus exactement, peut-être y avait-il des gens comme peut-être Jean-François Zigel qui pouvaient faire des choses de ce genre, mais disons qu'on ne leur a pas donné la possibilité que Pierre Yegel avait eu et qu'il a occupé jusqu'à la fin avec un talent formidable, tout en ne rêvant que d'une chose, qui était d'être acteur. C'est d'ailleurs à quoi il a condamné sa fille pour pouvoir mieux lui-même continuer à s'occuper de la production de disques. Donc, ce bourgeois gentilhomme, c'est celui qui jouait Madame Jourdain. C'était Marie-Armelle de Guy. Non, alors je confonds, parce que je me souviens très bien d'avoir vu François Morel dans Le Bourgeois. Et c'est Elisabeth Babu qui avait repris après en tournée. Et ça se crée au Cadeau à Orléans, et ensuite ça se joue à la Porte Saint-Martin. Ça se joue à la Porte Saint-Martin, absolument. C'est là où je l'ai vu. Donc, alors, vous êtes d'Orantes et vous chantez Lully. Voilà. Vous entrez dans la carrière de chanteur. C'est peu faux. Enfin, vous y mettez un pied. C'est peu de le dire. Non, mais simplement, ce qui se passe avec ce spectacle, c'est que tout à coup, mes camarades de Rouen ou des compagnies avec lesquelles je travaillais auparavant se disent « Oh ben Manu, on s'inquiète pas pour lui, il joue avec François Morel, il joue dans ce théâtre à la Porte Saint-Martin qui est plein et ça marche très bien. » Et donc, il ne pense plus à moi par la suite. Et va suivre, du coup, une période d'1 an. À la fin de cette tournée, on joue beaucoup, et c'est un grand plaisir de jouer ce spectacle. Mais après cela, je connais le chômage comme jamais auparavant. Je vais avoir quasiment 1 année sans travailler du tout. Et c'est vertigineux, c'est arrivé à beaucoup de gens dans ce métier, et c'est terrifiant. Et de là, je me dis, il va falloir que je fasse quelque chose. Je peux pas rester là. Je donne mon CV à droite, à gauche, même pour faire de la technique. Je me souviens être allé à l'Opéra de Paris pour me dire que je pouvais faire être à la régie électrique notamment. Et ils m'ont pas rappelé. J'ai même pensé devenir technicien dans un petit théâtre du 20e où je sais qu'ils cherchaient quelqu'un. Et j'ai un seul cachet cette année-là, et c'est assez amusant. C'est un tournage avec Fanny Ardant. Un film qui s'appelle Chic, qui est sorti le jour des attentats de Charlie Hebdo. Mais le casting est super. Il y a Laurent Stocker, Eric Almostino, Marina Hans et Fanny Ardant. Et je dois faire un gigolo là, qui s'intéresse à Fanny Ardant. On a 2 séquences ensemble et je suis en smoking face à elle. Et il y a une grande scène de bal, etc. Et c'est quand même extraordinaire de se retrouver donc face à elle dans une forêt. Elle arrive avec donc les éclairages comme ça en forêt. Elle dit mais alors tout ça c'est pour nous. Et c'est comme un rêve en fait de se retrouver face à Fanny Ardant comme ça, alors même que le reste du temps je n'ai rien. Mais les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, quand je mets une photo de moi en smoking à côté de Fanny Ardant, on se dit mais Manu c'est formidable, il est à l'apogée de sa carrière, il cartonne, alors que je suis sur le point de perdre mes heures. On est donc fin 2014. Non, fin 2013. Voilà, on est fin 2013. Alors, je vous propose, on va s'arrêter là, sur la fin 2014, pour ce premier épisode qui sont les malheurs d'un comédien, pour pouvoir faire un deuxième épisode qui nous permettra de vous reprendre à un moment donné, où vous ressuscitez, où vous remontez à la surface. Donc, Emmanuel Noblet, merci beaucoup. Et donc, rendez-vous pour le deuxième épisode des Aventures d'un comédien, l'épisode rose après l'épisode noir.